Alors, on va aussi avoir avec nous l'Afrique subsaharienne avec un grand expert du branding et du marketing. C'est un pionnier dans la promotion et l'image de marque et du leadership féminin en Afrique, avec plus de 15 ans d'expérience. Il a accompagné des personnalités très influentes et des institutions du premier plan. Il est spécialiste des grands événements, il a orchestré des initiatives majeures et bien évidemment, il est membre de l'UNESCO et il gère un grand événement dans tout ce qui est justement rapport international pour la place de la femme dans le Maroc avec 17 pays africains. J'accueille sous vos applaudissements Monsieur Cyril Badou qui nous vient du Burkina Faso. On l'applaudit, Monsieur Badou. Merci Monsieur Cyril et je suis toujours impressionnée de voir l'habit africain et burkinabé. Merci. Alors, ces voix d'experts vont nous éclairer aujourd'hui sur ces thématiques et je vais commencer à donner la parole à son Excellence, Monsieur Salah Eddine Mzouer. Vous avez dirigé le plus grand événement, ce qu'on appelle les conférences majeures, dans le langage des grands événements, la COP22. Et je vais commencer peut-être par la fin. Et je vais vous dire la présence de ces élites aujourd'hui avec nous et de ces représentants des institutions publiques africaines. Quelle est la chose qui était la plus difficile à gérer lors de la COP22? On commence par la fin. Belle question. Quelle était la chose la plus difficile? La chose la plus difficile, en fait, il y avait deux choses, deux éléments. Le premier, c'est que l'accord de Paris, lors de la COP21, avait acté des principes et réalisé un seul engagement. L'engagement était de contenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés centigrades, voire 1,5. Et tout le reste était des accords de principe sans engagement. La COP22 devait, en fait, mettre en place les règles autour de tous les accords qui ont été convenus ou signés entre les 197 pays. Le deuxième fait, c'était les élections aux États-Unis. 2016, il y avait un des candidats qui s'était clairement exprimé sur le fait que s'il était élu, son pays sortait de l'accord de Paris. Et cela devait intervenir juste au milieu de la COP. Donc, de fait, un élément de contenu qui était un véritable défi, sachant que l'accord de Paris a constitué pour la première fois un accord mondial entre les 197 pays qui se sont mis d'accord sur le fait que, ils ont reconnu que la question du réchauffement climatique était un sujet devenu majeur et que la tendance allait vers plus de 3 degrés de réchauffement climatique avec tous les dégâts que cela supposait. La deuxième chose, c'est que, bon, on s'engage, mais on va à un rythme lent. On se donne un rendez-vous en 2018 et puis on se donne un deuxième rendez-vous en 2020 pour constater les avancées. Et donc, le grand défi pour nous était de faire de sorte que l'on fasse accélérer l'histoire. Et le débat au sein de l'équipe de pilotage de la COP, et je reviens sur cet élément parce qu'il est très important, dans l'organisation de tout événement à caractère mondial. C'était la première fois que le Maroc organisait un événement mondial. 197 pays, des dizaines d'ONG,
des centaines d'entreprises, des centaines de gouvernements locaux, des citoyens du monde qui se retrouvaient dans une ville, dans un événement. Et c'était un défi majeur et l'organisation, comme le pilotage, était déterminant dans la réussite de l'événement. Notre conception de l'organisation, validée par Sa Majesté, a été de faire de sorte que l'équipe, qui était de 10-11 personnes, puisse couvrir l'ensemble des aspects qui permettent de n'évacuer aucun détail. De l'organisation à la logistique, en passant par le contenu scientifique, en passant par les événements, en passant par le pilotage global, en passant par la coordination, etc., etc. Et donc, cette COP avait des défis, mais ce qui est important pour moi, c'est que un événement qui vient confirmer l'engagement du Maroc. Le Maroc a toujours fait le choix d'être dans les grands sujets du monde. Il faut retenir cela parce que nous allons parler de la Coupe du Monde et nous allons parler de tout ça, mais notre histoire de la Coupe du Monde est une histoire qui remonte à plus de 20 ans de candidature. Et donc, il y avait une détermination, il y avait une continuité parce que le Maroc a toujours été conscient que pour être un acteur, pour avoir de la visibilité, pour accompagner sa stratégie et sa dynamique de développement, il était fondamental qu'il soit dans et au cœur des sujets du monde. Les questions du climat étaient des questions du monde. Ils conditionnent le développement et les dynamiques et les équations, qu'elles soient géopolitiques, géostratégiques, géoéconomiques, etc., du monde tel qu'il était en train de se construire. Et la tenue de cet événement et le fait qu'on valide la candidature du Maroc, c'est une reconnaissance que le pays était véritablement engagé. Ça ne datait pas de 2016 ou des dernières COP. Le Maroc s'est engagé dans les questions climatiques depuis plus de 30 ans. Il était un acteur présent, engagé, avec détermination sur les sujets. Et donc, une reconnaissance, on est venu acter une reconnaissance pour un pays engagé dans une dynamique qui était, et un enjeu qui était celui du climat. Et donc, l'événement en lui-même était conçu, perçu comme étant un élément dans une dynamique, une stratégie, une vision. Il n'était pas isolé. Le Maroc, post-2000, était un Maroc qui voulait être un pays acteur de son avenir, construit d'une manière différente, avec une vision qui intégrait l'ensemble des équations et des éléments. Et donc, la tenue de la COP22 a été un moment fort non pour uniquement les dirigeants et les responsables, mais c'était un moment fort pour les populations. J'ai observé comment la montée en puissance s'est faite, comment l'appropriation s'est faite, comment les Marocains sont devenus petit à petit, et de la même voix, tous partisans des questions climatiques, de l'environnement. On entendait parler de cela au plus haut sommet, mais aussi à toutes les échelles de la société. Ce qui m'a marqué, moi, lors de la COP22, c'est les femmes rurales, leur créativité, leur implication. Bien sûr, la jeunesse, bien sûr, les femmes, bien sûr, la multitude d'associations créées ou qui ont été créées à l'occasion de cette COP, toutes engagées dans des questions du climat, mais des questions diverses. Mais le Maroc était aussi légitime parce que il ne s'est pas uniquement contenté d'annoncer des principes. C'est un pays qui est rentré dans le vif du sujet. Je vous rappelle 6 ans avant que le Maroc, au plus haut sommet de la Terre, avait annoncé son engagement pour construire 2000 mégawatts
d'énergie renouvelable. Le Maroc était précurseur dans les barrages. Le Maroc était engagé dans les oasis. Le Maroc a innové en matière de stratégie sectorielle, et particulièrement sur les questions de l'agriculture et autres. Et donc, ce n'était pas un pays qui n'était pas crédible. Il faut aussi être crédible. Et la crédibilité fait de sorte que l'on puisse aller au rythme que nous devons aller et atteindre des objectifs que nous voulons. Donc, la COP 22 était un moment fort, mais un moment d'inflexion dans le développement des politiques et des stratégies régionales, territoriales, parce que dans toutes les visions de développement du territoire, la question climatique et environnementale durable a été intégrée. Je n'ai pas réussi à vous interrompre parce que vous avez directement répondu à toutes les autres questions que j'avais eues. Ah bon? Ah bah, Perception, super. implication territoriale, inclusivité, participation de la femme. Merci beaucoup. Ah bah, voilà. On est servi. Mais j'aurai d'autres questions. Alors, merci pour cet éclairage, Votre Excellence. Je vais me tourner vers Madame Picot, qui a une grande expérience dans l'événementiel, surtout en termes d'organisation des Coupes du Monde et des JO. Je voudrais savoir, puisqu'on s'apprête justement à accueillir de très grands événements au Maroc, je voudrais savoir à votre avis, quels sont les facteurs qui pourraient justement nous aider à introduire cette perspective d'héritage dans un événement sportif depuis justement la conception du BID jusqu'à la mise en place de l'événement, en passant justement par la phase transitoire qui est la mise en place, etc., etc. Donc à votre avis, comment introduire cette variable et cette perspective de l'héritage dans toutes les phases de l'événement? Merci beaucoup d'abord pour cette invitation. Je crois profondément que chaque événement, chaque pays qui organise un grand événement, ça n'est pas fait par hasard. Et je pense que dans l'histoire, quand on regarde auquel moment certains pays ont accueilli ces grands événements, tels que Brésil, le Japon, le Qatar, etc., ça a toujours été dans le moment... Le micro, s'il vous plaît, pour le son. Dans le moment du développement du monde et de ce pays. Et donc, pour moi, les grands événements, ils ont toujours deux volets très importants. La première, c'est le volet et l'impact international pour le pays qui accueille un grand événement. C'est ce qu'on appelle la diplomatie sportive. La diplomatie sportive, pour le Maroc, n'a pas commencé. Il ne va pas commencer avec la Coupe du Monde. Maroc est présent dans toutes les instances. Maroc n'a pas ni à rougir ni à apprendre à partir de zéro ce que c'est la diplomatie sportive et l'accueil des grands événements. Et je crois que la stratégie à venir, c'est de voir comment tous les efforts qui ont été faits jusqu'à maintenant peuvent être accélérés, peuvent être les vecteurs de développement aussi bien pour le Maroc, mais aussi donner cet impact et cette inspiration au continent africain, parce que le temps pour le Maroc, mais aussi pour le continent africain, est de prendre cet envol encore plus important, encore plus en dynamique, si on peut le dire comme ça. Et donc, sur le plan international, ça rapporte énormément à l'événement. Il n'y a pas que le Maroc qui voyage. Il n'y a pas que le Maroc qui s'engage au niveau international, à travers, par exemple, dans son réseau diplomatique, en participant dans les grands événements, pas que sportifs, mais également économiques, culturels, etc. Mais aussi le monde qui va venir au Maroc, les délégations internationales, les experts internationaux, les entreprises qui voudront investir. Donc, le volet international, pour un événement au Maroc, est très, très important. Et la coordination au niveau national, régional, au niveau des villes et toutes les parties prenantes dans cet engagement international, c'est une superbe opportunité. Et deuxièmement, bien évidemment, sur le plan national,
on peut parler de plusieurs facteurs qui sont importants pour un accueil d'un grand événement au niveau national. Mais si on prenait un facteur dont on a parlé aujourd'hui, tel que l'engagement des citoyens, et surtout la jeunesse. Aujourd'hui, sur le plan africain, si on regarde les chiffres, on a 453 millions des jeunes entre 15 et 35 ans qui sont présents sur le continent africain. Si on imagine quel impact ça peut avoir pour la jeunesse sur le continent, et au Maroc, on a 16% de la population entre 15 et 25 ans au Maroc qui est la jeunesse. Et je crois que c'est l'accueil des grands événements, il est fait pour l'avenir du pays, pour l'avenir de sa jeunesse. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent nous permettre, bien évidemment, d'engagement de cette jeunesse à travers de volontariat, des grands événements, en faisant les partenariats avec les institutions éducatives pour que les jeunes ils puissent faire les études dans les domaines qui sont importants pour l'accueil des grands événements. Il n'y a pas que le volet sportif, il y a le volet économique, il y a le volet sociétal et social, il y a le volet environnemental. Il y a le choix à répondre à tous les besoins de la jeunesse. Un autre sujet, c'est l'employabilité, bien évidemment, des jeunes, une fois qu'ils ont ces compétences. On veut que ces compétences-là soient prêtes, seront là au service de son pays, du Maroc, du continent africain. Donc je crois qu'il y a le volet national et international, et les pays qui réussissent d'avoir l'héritage pour le peuple, pour son peuple et pour le peuple autour, au niveau régional, continental, c'est les pays qui prennent en compte ces deux volets. Donc ça, c'est très, très important. Merci beaucoup, Svetlana. Il y a une étude qui a été faite récemment et qui va être publiée bientôt. C'est une étude que j'ai faite dans le cadre du laboratoire de recherche avec aussi professeur Khateb ici présente, sur 40 000 étudiants entre 18 et 25 ans. Alors, plus de 73% des étudiants affirment vouloir contribuer justement et participer à cet agenda qui attend le Maroc, que ce soit pour la CAN féminine ou masculine, pour la Coupe du Monde féminine pendant les 5 ans ou pour justement la Coupe du Monde 2030. Et ça me permet de faire aussi la transition vers Monsieur Haji. Alors, Monsieur Haji, j'ai une question d'ordre très générique et qui va justement dans la même veine d'idées en termes d'héritage, ce qu'on a hérité peut-être de la Coupe du Monde du Qatar. Alors, la question est la suivante. Comment le succès de la Coupe du Monde 2022 a-t-il été capitalisé pour promouvoir justement les territoires africains et pour promouvoir le Maroc à l'international pour accueillir éventuellement la Coupe du Monde? Merci tout d'abord. Merci tout d'abord pour l'invitation. Permettez-moi déjà de m'aligner complètement sur ce... Vous entendez là? C'est bon? Vous pouvez, Madame Picot. Ouais, permettez-moi tout d'abord de m'aligner parfaitement sur ce qui a été dit auparavant par mes collègues, à savoir que cette candidature, parce qu'il est important aujourd'hui de situer le contexte, on est dans une candidature, puisque l'attribution officielle se ferait, je parle au conditionnel, mais Inch'Allah, ça sera le cas, se ferait le 11 décembre de cette année, lors du congrès de la FIFA. Donc cette candidature n'est pas une candidature qui est orpheline, elle fait suite, c'est la 6e candidature, mais elle fait suite aussi à un positionnement du pays à travers différents événements qui ont été cités auparavant. On peut citer la COP, mais beaucoup d'événements. On a eu tout dernièrement la réunion de la Banque mondiale à Marrakech, dans une situation que tout le monde connaît et qui ont bien sûr attesté aujourd'hui de la confiance que jouit notre pays sous le leadership de Sa Majesté. Et donc aujourd'hui, cette candidature est, je dirais, venue à point nommé pour faire booster toutes les stratégies sectorielles. Ce n'est pas une candidature qui vient de zéro. On a des stratégies sectorielles et cette candidature est un véritable booster qui va faire en sorte que les deadlines qui avaient été annoncés auparavant sont ramenés dans le temps. Donc, en termes d'héritage,
Et il faut le savoir, l'héritage ne commence pas après l'événement. L'héritage et la vision sont deux principes qui sont édictés au début de la candidature. On peut rejoindre, on a vu l'héritage qu'a été l'Expo universelle 2020 à Dubaï. Je peux vous dire que ça rejoint à peu près les mêmes grandes idées, mais il est très important et c'est une notion que personnellement j'approuve, qu'il y ait un impact très fort sur la jeunesse marocaine, qui est un véritable pilier de ce pays. Et donc, on aura gagné, à mon avis, le jour où chaque citoyen pourra se retrouver dans cette candidature. Cette candidature 2030, qu'il faut le savoir, est faite d'un certain nombre d'étapes qui vont, les plus importantes, bien sûr, c'est la Coupe d'Afrique 2025. Mais il ne faut pas oublier aussi les deux Coupes d'Afrique féminines. Une en juillet de l'année prochaine, une autre en mars en 2026. Mais aussi 5 éditions de la Coupe du Monde féminine, U17, moins de 17 ans, de 2025 à 2029. Ça vous donne un peu le positionnement et la place qu'occupe aujourd'hui dans l'échiquier du football mondial et la confiance dont elle jouit. C'est un travail qui a été initié il y a longtemps, un positionnement au niveau des instances, quelqu'un en parlait tout à l'heure, des instances internationales, des partenariats avec nos frères africains, puisque aujourd'hui la FRMF a plus d'une quarantaine de partenariats, et je le précise très bien, c'est des partenariats win-win. Aujourd'hui, les résultats que compte le Maroc est en partie grâce à ces partenariats. J'ai mon ami et collègue du Burkina Faso, je peux vous attester qu'ils sont les équipes burkinabèses, aussi bien masculines que féminines, sont très souvent au Maroc, ce qui nous permet aujourd'hui de nous situer par rapport à cet environnement et ce qui nous permet de gagner des places dans l'échiquier mondial du football. Merci beaucoup, Monsieur Hadji. Alors, je vais vous demander de garder le micro. Et puisque vous aimez aller droit au but, je vais vous poser quelques questions à réponse unique. Alors, nous étions l'année dernière magistralement appelés à parler du foot. Et le foot, c'est justement la vedette de cet événement. On a justement choisi de travailler sur les grands événements comme catalyseur d'attractivité parce qu'on a justement toutes ces échéances qui nous attendent. Alors, je vais vous demander de me répondre de manière très concise à ces questions. Un mot pour résumer l'objectif principal de la candidature du Maroc pour la Coupe du Monde 2030. Un seul mot. Ça serait difficile. Je peux parler d'un objectif, parce qu'il y a plusieurs objectifs principaux concernant différents secteurs, mais sur le positionnement football, c'est de renforcer bien sûr aujourd'hui la position qu'occupe le Maroc sur l'échiquier mondial du football. Très bien, donc je retiens le mot. Ils m'ont demandé un seul mot. Positionnement. Merci. Alors, selon vous, quel est le plus grand atout du Maroc dans ce dossier? Les plus grands atouts, il y en a plusieurs encore une fois, mais je dirais sa position géostratégique qui nous permet aujourd'hui d'être un véritable levier et un véritable pont d'union entre deux continents. C'est une candidature unique, puisque ce sera la première candidature entre deux continents. Et cette position géographique aujourd'hui, parfaitement intégrée à l'Afrique, mais à proximité de l'Europe, est quelque chose de très important. Excellent. La collaboration avec l'Espagne et le Portugal, un défi ou une opportunité? Je dirais les deux, défi, opportunité, puisqu'elle nous permet aujourd'hui... Réponse très diplomatique, mais acceptée. Non, mais sérieusement, c'est un défi, puisque nous pouvons apprendre les uns des autres de toutes les expériences passées. Nous savons que l'Espagne a organisé la Coupe du Monde en 1982 et l'impact qu'elle a eu au niveau du pays, mais aussi le Portugal avec l'Euro 2004 et le Maroc à travers toutes les organisations qu'elle a pu mettre en place au pays. Donc c'est des défis, mais c'est des opportunités aujourd'hui de pouvoir évoluer ensemble sur un schéma et comme je disais avant, de pouvoir se faire connaître les uns des autres. Bien. Dans la même lignée de l'étude que nous avions faite il y a quelques mois, le volet héritage revient souvent parce que les jeunes se posent la question sur le lendemain de 2030. Alors une question très simple aussi, une seule réponse. Allez-y, en une phrase, on va dire cette fois-ci.
En une phrase, quel héritage souhaitez-vous laisser à travers cette candidature? L'héritage, je dirais, la durabilité. Excellent. Le Maroc, le Portugal et l'Espagne, le mot qui résume cette alliance. C'est une alliance de proximité, alliance qui raffermit les liens profonds, parce que ce n'est pas des liens qui datent d'aujourd'hui. Nous connaissons l'histoire des 3 pays, des 2 continents, et donc ça permet aujourd'hui, ça permettra demain de mieux se connaître, de mieux s'apprécier. Merci d'avoir accepté de jouer à ce jeu. Merci beaucoup, Monsieur Haji. Une dernière question. Ouais. Alors, une toute dernière question pour donner la parole à Monsieur Cyril. Comme ça, je fais la transition. Quel était le volet le plus difficile à gérer au niveau de la candidature? En fait, nous avons, comme tout le monde le sait, c'était une candidature qui était déjà initiée par le Portugal et l'Espagne. Et donc, il a fallu, bien sûr, affirmer tous nos positionnements. Nous avons usé, j'ai mon collègue Adil qui est ici, là, présent, mais on était dans une business unit où il y avait 5 personnes. Nous avons usé, avec le temps, avec la manière, de telle manière à positionner notre pays, parce que nous considérons que nous avons beaucoup à donner à cette candidature. Et je pense qu'aujourd'hui, le Maroc a une place très honorable dans cette candidature, avec les 6 villes hôtes. Mais il faudra absolument qu'on maintienne ce positionnement, qu'on maintienne l'excellence au niveau de ces villes hôtes, de telle manière à ce qu'on soit choisi, parce qu'il faut le savoir, que la FIFA aura le dernier mot. Nous sommes sur une vingtaine de stades qui ont été, 20 stades qui ont été proposés pour la candidature, mais que la décision finale reviendra à la FIFA 2 ans avant. Donc nous avons l'espoir et l'objectif, bien sûr, de maintenir toutes nos villes, Inch'Allah, les civils. Merci beaucoup, Monsieur Merci à Haji. vous. Justement, une personne qui m'est très chère a partagé avec moi l'ouvrage, un deuxième ouvrage, La guerre des sports. Et une phrase avait retenu mon attention. Je prends la citation, j'espère que je vais me rappeler, je vais rester fidèle au propos. Le sport devient l'arme massive de demain. L'arme de séduction massive de demain. Le sport devient l'arme de séduction massive de demain. Alors, vous avez aussi organisé des événements sportifs et je vais tout de suite, pour faire le lien un petit peu avec ce qui se passe au Koutamakou, au Bénin. Alors, je vais vous poser une question très simple. Pourquoi le Koutamakou aurait été choisi pour abriter la première étape du 19e Tour du Bénin? Pourquoi le Koutamakou? Excusez-moi. Monsieur Haji, vous voudriez rajouter? Ouais. Je voudrais déjà il faudrait les féliciter. Ils ont déjà été qualifiés hier. Qualification historique pour la Coupe d'Afrique. Ah, super. Donc, on les applaudit pour ça. Merci beaucoup. Alors, On vous a tendu la perche, ok. Monsieur Yoka. D'accord. Alors, le choix du Koutamakou pour abriter le Tour du Bénin n'est pas un choix du hasard parce que le Tour du Bénin, c'est un événement qui se déroule depuis les années 1990, mais le lancement n'a jamais été fait dans la zone du Koutamakou. Alors, ce n'est pas une coïncidence dans le sens où, en 2021, l'État béninois fait une route, un goudron, qui traverse presque toutes les communes de Koutamakou. Il y en a 3 au nord du Bénin. Et en 2022, on accueille, je dirais, le premier lancement du Tour du Bénin à Koutamakou. Et pourquoi? Parce que en 2021, juste après avoir fait cette route, elle a été déclarée la plus belle route du Bénin, officiellement, il faut le dire. Parce que le Koutamakou, c'est un beau paysage. Le Koutamakou offre un paysage pittoresque et tout. Et donc, ça montre un peu comment est-ce que l'État, ou bien les investissements publics, peuvent aussi, comment je dirais, aider, impulser l'organisation des grands événements dans une région. Parce que là, le Koutamakou, ça a une échelle un peu plus régionale au sein du Bénin. Mais en même temps, ça montre comment l'investissement de l'État a permis d'attirer un événement comme le Tour du Bénin. Et ça, il faut dire que c'est un événement qui a beaucoup fait parler de lui. Cette année encore, d'abord, il y a eu l'édition de 2022 et l'édition de 2024. Les 2 éditions ont été organisées à Koutamakou.
dire combien de fois ça a été une opportunité pour une région qui venait d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, il faut dire que la région a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004 au Togo, mais l'extension a eu lieu, l'extension au Bénin, puisque le Koutamako couvre et à cheval entre le Togo et le Bénin, l'extension a eu lieu en 2023 au Bénin. Et en 2024, on reçoit la deuxième fois l'organisation du Tour du Bénin, et le Tour du Bénin qui se déroule, qui est un événement national au Bénin, et non seulement ça, qui a été vu, qui a eu beaucoup de retombées en termes de visibilité. Il y avait des chaînes de télévision comme TV5 Monde, comme Canal+, comme la télévision nationale, l'ORTB, qui était présente, et beaucoup d'autres canaux digitaux qui ont permis de voir, d'accroître, je dirais, la visibilité du Koutamako au cours de cet événement. Donc on a estimé à plus de 70 millions de personnes qui auraient vu cet événement. Et mieux encore, sur le plan économique, j'ai discuté avec le président de la Fédération béninoise du cyclisme, qui me disait que pour la seule nuit passée dans la zone, ils ont dépensé plus de 40 millions. Alors ça paraît rien, mais pour une région comme Koutamako, c'est énorme. En moins de 24 heures, 40 millions ont été investis pour l'hébergement, la restauration et tout ce qui va avec. Donc c'est dire combien de fois un tel événement a vraiment eu de l'impact sur la région du Koutamako. Alors justement, j'avais le privilège d'être impliquée dans des discussions autour de la marque Bénin. Je pense que Robert est là. Je salue tout le travail qui est fait pour justement le développement de la marque Bénin. Et en tant qu'expert justement dans le sport et l'événementiel, en quoi, selon vous, le Tour Bénin pourrait-il contribuer à alimenter justement la démarche de la création de cette plateforme marque Bénin? Alors, le Tour du Bénin, déjà, il faut dire il connaît souvent la participation de plusieurs pays. Donc, il connaît souvent la participation de plusieurs pays. Cette année, c'était essentiellement 12 nationalités, dont le Maroc. Il a d'ailleurs été remporté par un Marocain. Et donc, ça montre déjà que le Tour du Bénin peut contribuer énormément à créer cette marque Bénin que l'actuel gouvernement est en train de vouloir mettre en place. Et pour ça, c'est de travailler, je dirais, en symbiose entre l'État et la Fédération béninoise de cyclisme, qui est une entité publique peut-être, mais aussi qui a besoin vraiment, qui doit vraiment tisser des liens entre les deux entités, c'est-à-dire l'État et la Fédération béninoise. Et ça a déjà commencé par se faire parce que l'État a contribué à faire en sorte que la Fédération béninoise de cyclisme décroche un grand partenaire qu'est la Sobebra, Castel, et donc au niveau national, la Sobebra, et qui accompagne depuis 3 ans cet événement-là. Parce que l'événement est vu partout dans le monde, parce que l'événement connaît la participation de plusieurs pays. Et donc l'État a vu en cela une opportunité et a aidé un peu les privés à s'investir dans un tel événement. Alors je retiens visibilité, image de marque et notoriété du Bénin via justement cet événement. Absolument. Alors je vais m'adresser tout de suite à un expert du branding, Monsieur El Khateli Soufiane. Quelles sont selon vous les meilleures méthodes pour évaluer justement l'impact d'un événement sur la perception et le branding d'un territoire? Bonjour à tous. C'est un ensemble de composantes, en fait, déjà qui ont participé à construire toute la réflexion autour de l'événement. Et surtout aussi pour qui on a fait cet événement et la raison d'être. Il y a un ensemble d'éléments qui vient et qui nous permettent de dire comment on va mesurer ça à court terme, mais aussi à moyen long terme. À court terme, ça peut être tout simplement le nombre de personnes qui sont venues, qui ont assisté. Ça peut être les retombées médiatiques de l'événement. Ça peut être, si l'événement il est sur aussi le digital et le phygital, si on peut dire ça, c'est quel est le niveau d'engagement qui a suscité sur le digital. Mais sur le long terme,
comme vous le savez, comme on se le dit depuis tout à l'heure, un événement, il est là pour renforcer une image de marque. Donc, ce qui vient par la suite, c'est comment on va mesurer l'equity de la marque ou bien l'equity du pays ou du territoire et voir comment cet événement a permis de la renforcer ou comment elle a permis de la mieux servir. Et ça, c'est des études de perception qui se font d'une façon beaucoup plus globale sur le territoire ou sur le pays et de dire comment chacun des événements qui ont été organisés, que ce soit dans le pays ou dans le territoire, a contribué à une composante de cette image de marque qu'on souhaite faire. Donc en gros, c'est ça ce qu'on utilise, que ce soit dans le marketing de marque d'une manière générale, ou même dans le marketing territorial, pour qu'on puisse juger de l'importance et comment l'événement, j'ai beaucoup aimé le terme catalyseur, il a permis de pousser certaines choses, comme on se dit, nous, marketeurs, les attributs d'image d'une marque. Voilà. Alors, et comment voyez-vous le rôle des annonceurs dans la création justement des partenariats qui vont permettre de faire de ces événements un levier d'attractivité? Vous savez, je fais partie du groupement des annonceurs du Maroc et souvent on a des discussions autour des événements. La seule chose qu'un annonceur n'aimerait pas être, c'est d'être le financier, c'est-à-dire financer l'événement. C'est bien sûr, ça peut être ça, mais c'est au-delà de ça. Ça fait partie aussi de ces missions. Oui, exactement. Mais c'est au-delà, parce que... Pourquoi je dis c'est au-delà? Parce que c'est quand on travaille l'image de marque d'un territoire, bien évidemment, on la travaille sur la base d'un ensemble de piliers du marketing pour comprendre quelles sont les valeurs qu'on souhaite véhiculer, quelle est l'image qu'on souhaite aussi véhiculer et aussi à qui on s'adresse. C'est la même chose qu'un annonceur fait. Et un annonceur, il sera beaucoup plus apporteur de valeur quand on sera en co-création de cet événement et qu'il y a un croisement entre les valeurs de l'entreprise ou bien l'image que l'entreprise ou à travers ses marques souhaite délivrer et ceux du territoire. Et à ce moment-là, ça donnera un effet amplificateur, que ce soit pour l'entreprise ou la marque, ou même pour le territoire. Donc c'est plutôt être dans une approche, on parlait tout à l'heure de l'inclusivité, c'est aussi être inclusif. C'est dès le départ, il y a des associations, il y a des groupements comme le nôtre par exemple, et d'autres associations qui regroupent des annonceurs, à qui on peut s'adresser pour voir, pour déjà, si on peut dire ça, pitcher notre événement et voir qui seraient probablement des annonceurs qui peuvent être des catalyseurs aussi de ces événements. Très bien, merci beaucoup aussi Sofiane. Je reviendrai à la notion de l'inclusivité. On avait dit qu'un événement inclusif, c'est un événement qui vise aussi et surtout à s'assurer que les retombées positives soient vraiment réparties sur toutes les parties prenantes. Et je reviens vers vous, Monsieur Badou. Vous avez travaillé sur plusieurs événements qui étaient soutenus par des présidents, par des premières dames, d'événements de très grande envergure, auxquels ont participé aussi des Marocains. Quel est, selon vous, cet attribut dont a parlé Monsieur Khatali tout à l'heure, qui fait qu'un événement pourrait faire justement la différence pour qu'un territoire soit marqué par cet événement, démarqué des autres événements et des autres territoires et remarqué de la cible? D'accord, merci. Déjà, je veux féliciter en fait pour cette belle initiative et encourager une telle initiative de perdurer dans le temps. Bravo au Maroc, bravo à Oui Casablanca. Alors, l'autre chose que je voudrais aussi préciser, c'est que lorsqu'on parle de marketing territorial, il ne faut pas omettre une dimension importante qui, on va dire, est la mère, c'est-à-dire le branding, le nation branding.
Parce qu'une marque territoriale ne peut pas être durable s'il n'y a pas une vision holistique qui est impulsée, définie et encadrée par la dimension de la nation branding. Et c'est ce qui fait que les marques territoriales peuvent s'abreuver en fait sur ces différents éléments pour pouvoir en fait perdurer dans le temps. Et quand on parle de nation branding, on sait qu'au cœur de tout développement, il y a l'homme. Il est acteur et bénéficiaire. Et par extension, je dirais plutôt, il y a l'homme et la femme. Parce que ce sont les deux acteurs de création, d'action et en même temps aussi bénéficiaires de ces retombées que la marque territoriale va générer. Donc du coup, sur cette base, il faut comprendre que le facteur inclusivité dont a parlé Excellence, quand il a cité le cas de l'engagement, l'implication des femmes concernant le Maroc, c'est une dimension en fait qui est fondamentale que toutes les marques ou toutes les stratégies de marque territoriale doivent embrasser, inclure dans leur démarche. Parce que sinon, on se retrouve à un moment donné avec des hommes qui portent une vision, hommes avec petit H, qui portent une vision, qui mènent des actions en occultant en fait l'autre moitié en fait de ce territoire-là, qui plus est en fait est très importante parce que lorsqu'il s'agit en fait d'engagement, de mobilisation, les femmes sont véritablement des guerrières en la matière. Et c'est elles qui éduquent et c'est elles en fait qui coordonnent en fait à la base. Donc, il faudrait que dans toute dimension, dans toute dynamique en fait de marketing territorial, la femme soit impliquée depuis la conception jusqu'à la réalisation pour qu'on ait en fait un développement équitable, une marque en fait qui est adoptée par chaque composante en fait de la population. Merci pour cet hommage à toutes les femmes du Maroc et à toutes les femmes de l'Afrique. On l'applaudit pour ça. Qui contribuent justement au développement de cette Afrique que nous voulons tous. Et c'est donc dans cette dynamique que très tôt, j'ai compris cela et je me suis évertué en fait à construire, à promouvoir le leadership féminin en développant des initiatives, des événements dont le Forum africain des femmes leaders qui depuis 2017 s'attelle à permettre aux femmes de comprendre leur place dans tout type en fait d'action visant le développement, à les impliquer et surtout à faire un plaidoyer pour que à chaque fois qu'il y aura en fait une initiative, quelle qu'elle soit, les femmes soient impliquées et que non seulement elles ne doivent pas attendre, c'est vrai on doit les impliquer, mais elles ne doivent pas attendre qu'on les implique. Elles doivent elles-mêmes se lever et aller en fait proposer, participer en fait à la co-création. D'où l'importance de la sensibilisation dont a parlé tout à l'heure son Excellence. Exact. Alors donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si le Maroc, pour revenir en fait au cas du Maroc, qui est en train de vouloir, qui a postulé à tous ces grands événements dont on parle, la réussite de ces grands événements-là ne peut pas se faire si les femmes ne sont pas impliquées, si les jeunes filles ne sont pas impliquées, et si même il n'y a pas une réflexion, susciter en fait la réflexion participative en demandant même aux femmes et aux jeunes filles comment est-ce qu'elles voient l'événement, comment est-ce qu'elles voient en fait la réussite en fait et le positionnement du Maroc à travers ces événements. Vous voyez? Et c'est une dynamique également que la Côte d'Ivoire que je vais citer a pris en fait comme levier. Aujourd'hui, il n'y a pas plus tard que 3 mois en arrière, la Côte d'Ivoire vient d'être désignée par l'OCDE pays champion d'Afrique dans la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes et des filles. Mais ouais, bravo. On l'applaudit. Et pour pouvoir y arriver, il a fallu que pendant 35 ans en arrière, une stratégie de genre, de promotion du genre soit mise en place, qu'il y ait en fait, qui forme en fait des acteurs, des actrices, des cadres, des dirigeants
pour que dans chaque réflexion en tant que cadre, on puisse vraiment penser toujours à l'autre moitié du ciel. Donc l'impact ne sera certainement fort que lorsque cette question d'inclusivité sera en fait adoptée et intégrée dans toutes les dynamiques. Merci beaucoup, Monsieur Badou. Alors justement, en parlant de la Côte d'Ivoire, je voudrais partager avec toute l'assistance et tous ceux qui sont sensibles à la problématique du marketing territorial qu'un Africa Place Marketing va être organisé en Côte d'Ivoire. Enfin, on va dupliquer l'événement en Côte d'Ivoire avec la marque Côte d'Ivoire attractive incessamment. On n'a toujours pas la date, mais incessamment, on va avoir justement un APM en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur Badou. Alors, une dernière question pour tous les intervenants. Si vous aviez demain à être à la tête de l'organisation d'un grand événement, quelle serait votre priorité numéro 1? Une priorité, Une plusieurs seule. priorités. Bien, alors, moi je dirais qu'il y a 3 éléments importants. Le premier, c'est la gouvernance. Comment on pilote tout ça. Le pilotage est fondamental parce que c'est la clé pour dénouer toutes les difficultés, mais surtout veiller à ce que ce qui a été tracé aille dans la bonne direction. Deuxième élément, il a été soulevé par Svetlana, c'est la coordination. Coordination locale, coordination nationale. Un événement, ça touche un pays, et des fois au-delà. Sans un pilotage efficient et une coordination efficiente, les dérapages sont multiples. Elles sont dans tous les coins et recoins du quotidien. Et donc, s'il faut insister sur des éléments, il faut insister déjà sur ces deux-là. La troisième chose que je retiens du débat, c'est que quand on avance dans des événements de cette ampleur-là, bien sûr, au-delà de tout ce qui a été dit, il faut être crédible. Et la crédibilité est fondamentale. Quand on est crédible, on peut être perçu comme étant un interlocuteur en qui on peut faire confiance. Le Maroc est crédible aujourd'hui parce qu'il a fait la démonstration de sa capacité à organiser des événements mondiaux. Nous sommes en train de parler d'événements mondiaux. Et un événement mondial, c'est global. Et donc, c'est tout le monde qui vous regarde, c'est tous les médias du monde. Vous jouez d'une manière cruciale et critique votre réputation et votre crédibilité. Et donc, prétendre aller jouer dans cette cour-là, il faut se baquer. Et se baquer, c'est pilotage, organisation, fermeté, mais aussi une feuille de route claire. Après, on parlera de l'héritage parce qu'il est important dans la continuité de la cohérence de la vision stratégique globale. Feuille de route claire, mais très crédible. Moi, je pense que je voulais ajouter juste sur la vision, parce que moi, je trouve que quand on n'a qu'un grand événement, c'est à un moment donné. Mais le monde change, le monde évolue. Il y a des années qui passent entre l'attribution et l'accueil d'un grand événement. Il faut avoir une vision claire ce que Maroc veut faire de ce Coupe du Monde. Parce que cette vision-là, on ne peut pas en dévier. On peut être impacté par des changements géopolitiques au niveau mondial, au niveau continental et régional, au niveau national, et on peut ajuster, on peut changer quelques plans, on peut faire des changements au niveau d'ici et là. Mais on ne peut pas dévier de la vision parce que ça demande du temps et du long terme. Donc ça, je trouve que c'est très très important. L'événement passe, le pays reste, le peuple reste. Ce qu'on fait de cet événement, c'est plutôt cela.
qu'on verra. Et je voulais juste, avant de passer la main, rebondir ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'engagement au féminin. Je voudrais quand même saluer les efforts et tous les résultats du Maroc qui étaient apportés par la Fédération marocaine de football, parce que c'est pas très populaire dans le monde du sport encore d'accueillir des grands événements sportifs féminins, y compris les Coupes du Monde. Encore moins, on croyait d'accueillir les événements au niveau régional africain, comme CAF, qui est à venir. Et encore moins les compétitions féminines de la jeunesse, U17, que Maroc quand même a pris pour accueillir pendant plusieurs années, entre 2025 et 2029. Donc Maroc, finalement, quelque part, est déjà devant beaucoup de pays, pas qu'au niveau africain, mais aussi au niveau international et mondial. Et je trouve que ça, c'est déjà un pas énorme. Donc bravo pour cela. Bravo. Bravo à nous tous. Et si Maroc sait faire déjà la route avant les autres, il faut s'attendre à des choses très, très intéressantes et importantes pour la Coupe du Monde lui-même. Donc, tout le succès au Maroc à venir pour ce grand événement, en tout cas. Merci. Moi, je serai très bref. Je parlerai d'un point de vue organisationnel. C'est la perfection. Et la perfection est dans le détail. Et tous ces détails, bien sûr, cette perfection découle de tout ce qu'a dit Monsieur le ministre, Svetlana, la gouvernance, l'organisation, le suivi. Et donc, aujourd'hui, on peut plus se permettre d'abriter des événements internationaux sans être dans les détails. C'est le détail qui fait le résultat et l'approche. Bravo. Merci. Merci, je dirais et je synthétiserai ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant d'inclusivité. Je suis fondamental là-dessus parce que pour qu'on puisse avoir quelque chose de durable, d'impactant et qui est partagé par tous et toutes, il faut que chaque acteur, homme, femme, garçon et fille, soit impliqué dès la conception, l'organisation, la coordination. Tout ça joue sur la crédibilité naturellement. Voilà, merci. Merci. Et ça commencerait peut-être dans les bancs de l'école. Pour ma part, je vais dire deux priorités. D'abord, c'est l'expérience vécue, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont venir assister à cet événement ou vivre dans cet événement doivent vivre une très belle expérience. Parce qu'à la fin de l'événement et à la fin des fins, c'est l'expérience et cet souvenir de cette expérience qui va rester et avec qui on va repartir et qui va rester ancré pour représenter cette image de marque qu'on souhaite développer. Et deuxième élément, c'est l'amplification. Parce que l'amplification, elle est importante pour qu'on ait accès ou avoir un reach auprès de nos communautés, nos citoyens, et que ce soit aussi au niveau local, mais aussi à l'international. Parce que plus on vise ce duo local et international en termes d'amplification, plus on va mieux asseoir l'importance de l'événement et aussi donner l'image qu'on souhaite transmettre à travers ces événements-là. Merci. Alors, moi, je viendrai en complément à Madame Picou qui a parlé de la vision pour dire l'intégration communautaire de cette vision. C'est-à-dire faire en sorte que les populations, les communautés s'approprient cette vision, la vision de cette organisation-là. Et moi, je pense que c'est l'une des plus grandes leçons que j'ai retenues de la Coupe d'Afrique des Nations passée qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Merci. Bien sûr. Juste un point qui n'a pas été évoqué dans les différentes interventions, c'est l'importance naturellement de la communication, de la veille communicationnelle et la communication de crise. Préparer de grands événements est jalonné par beaucoup de surprises et nécessite aussi beaucoup d'informations et de communication.
Et ne pas être suffisamment outillé pour cela risque d'être contre-productif pour la marche de l'organisation et de l'événement en soi. Et donc, pour nous, pays qui est engagé dans des événements mondiaux, il est fondamental que cette dimension soit suffisamment prise au sérieux et soit intégrée dans le pilotage et la dynamique globale. Merci beaucoup. Alors, je commencerai par la fin. Communication, gouvernance, coordination locale et nationale, internationale aussi, vision, crédibilité, excellence, perfection, inclusivité, intégrité, amplification, intégration et inclusivité qui est revenue 3 fois. Et je résume par la citation que je reprends à chaque fois. Elle me représente, elle représente tous les Africains. On adhère fortement à la citation de Gandhi qui dit « Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi ». Et donc, on va essayer de faire avec, pour et par tous les habitants et toutes les parties prenantes pour les impliquer depuis la phase amont jusqu'à la phase aval d'un événement. Donc, merci beaucoup pour vos interventions. Merci pour ces idées très éclairantes. Et je donne tout de suite la parole au public pour respecter le temps qui m'est imparti à Boubacar. Il nous reste 5 minutes, non? Il nous reste dans une vingtaine de minutes. Donc, il nous reste une vingtaine de minutes parce que voilà. On n'avait pas encore épuisé le temps qui va. On prendra notre temps. Merci beaucoup. Allez-y. Alors, est-ce qu'on a des questions? Des questions? Un micro. J'aurais juste besoin d'un micro ici pour madame. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Nza Acheri, première vice-présidente de la commune de Mansouriya et présidente de la commission budget et planification à la province, au conseil provincial de Ben Slimane. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Mansouriya, c'est une petite ville. C'est là où est en train de se faire construire, où on est en train de construire le grand stade Hassan II. Voilà. C'est une ville qui se situe entre Mohammedia et Bozneqa sur une côte de 24 km. Bien, depuis tout à l'heure, on parle de quelles seront les retombées, etc. d'un grand événement. Moi, je pourrais vous dire que pour la commune de Mansouriya, ou pour la province de Ben Slimane, c'est une chance, une aubaine que notre territoire soit choisi pour la construction de ce grand stade. Déjà que nous allons bénéficier d'un grand réseau de transport, le réseau RER et le TGV aussi, sans parler de la ville sportive qui sera, je veux dire, construite autour du grand stade. Alors, une question qui me turlupine un peu, certes, quelles seront les retombées post-événement, etc., mais comment, le grand challenge, je veux dire, c'est comment faire vivre le grand stade après l'événement, sachant qu'il va abriter quand même 115 000 places. Et donc, comment ce stade va vivre justement après l'événement? Merci. Alors, on va essayer de répondre à la question de comment il va ou pourrait, parce qu'on va profiter justement de l'expérience des grands experts ici présents. Je ne sais pas si Madame Picot voudrait prendre la parole. Je pense que je peux commencer. Déjà, avant de construire un stade, on réfléchit à ces questions, bien évidemment, et je pense que c'est le travail qui était fait et qui peut être, qui peut continuer. Hein. Souvent, quand on regarde des grands événements, il n'y a pas 2 cas pareils, parce que chaque territoire est différent. Il y a ce qui était intéressant en fait dans certains pays, quand on regarde le planning des stades, on regarde les études des communautés. Quels sont les besoins de cette communauté pour éventuellement après? Il y en a les villes où, par exemple, il manque des salles de mariage. Et donc, la reconversion des stades est planifiée de cette façon-là. Il y en a d'autres... C'était le cas du Niger, non? Il y avait plusieurs cas aussi au Qatar, éventuellement, où les études elles étaient faites approfondies. Il y en a les stades qui peuvent être reconvertis dans les centres commerciaux, dans les hôtels, etc. Donc, c'est vraiment le travail au niveau de territoire, déjà, qui doit être fait. Quels sont les besoins
des gens aux alentours. Après, il y a le volet qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, les partenariats privés-publics également. Parce que le rôle, pas que de la gouvernance des infrastructures autour d'un événement sportif, ne fait pas que, il n'est pas que fait par le gouvernement à tous les niveaux. Il est aussi fait par la participation des acteurs privés. Donc, quelles sont les entreprises au niveau de territoire, au niveau de la ville, régionale et nationale, qui peuvent être amenées à réfléchir là-dessus avec vous? Parce que finalement, il y a une notion d'une stade en tant qu'objet, si on peut le dire. Mais tout ce qui va être fait et vivre à côté, est-ce qu'il y aura après les sites d'entraînement? Est-ce qu'il y aura après, par exemple, les programmes et d'autres événements qui vont être organisés? Est-ce que ces événements déjà sont dans les plans de la fédération? Est-ce que ce programme est déjà dans le programme des autres fédérations éventuellement internationales et sportives? Parce que le stade peut être reconverti. Et donc, ce n'est pas que le football qui peut être accueilli en tant que sport dans ces salles. Donc, le travail est multiple à plusieurs niveaux. Et je pense que ça, c'est très important de le faire, en tout cas dès le début, dès la conception du design qui est faite. Et dans le même sillage, vous l'avez si bien décrit au départ, c'est que déjà, à cet instant-là, du fait de la position du grand stade Hassan II à la commune de Mansouria à Ben Slimane, aujourd'hui, vous aurez une mobilité, les riverains auront une mobilité exceptionnelle. Et donc, bien sûr, ce grand stade ne vient pas tout seul. Ce grand stade a été réfléchi avec un positionnement spécifique de la région. Donc, il fait partie d'un positionnement, d'une vision qui intègre bien sûr le grand stade. Il faut aussi, d'un point de vue footballistique, je vous donne juste un exemple. Pour les équipes nationales, et c'est un exemple qui va peut-être vous surprendre, mais que j'ai vécu personnellement avec Adil, sur la Coupe d'Afrique, et pour un thème qui lui est si cher à mon ami, c'est les femmes, la Coupe d'Afrique féminine. Coupe d'Afrique féminine, on avait pour objectif de remplir le stade. La Coupe d'Afrique, c'était il y a 2022. Au début, on se donnait comme objectif de remplir le stade. Si les premiers matchs, on était à 5 000 à 10 000 spectateurs, on était excellent. On était dans. Ben, figurez-vous que pour la finale, il y avait, on va déclarer 40 000, mais il y en avait beaucoup plus. On connaît comment on s'assoit ce n'est pas des places numérotées. On était 60 000, mais il y avait aussi 40 000 à 50 000 en dehors. C'est pour une Coupe d'Afrique féminine, une finale de Coupe d'Afrique féminine. Au moment où les premiers matchs, on avait comme aspiration de pouvoir remplir à 5 000, 10 000. On se retrouve. Donc, il y a cet aspect de... Alors, je peux pas... On pourrait penser rapidement à ce que sera une Coupe d'Afrique ou tout autre événement, tout match crucial pour l'équipe nationale football homme. Donc, il y a cet aspect, mais il y a aussi, il faut le savoir, qu'aujourd'hui, il y a un nouveau positionnement de la Sonarges, qui est la Société nationale de réalisation et surtout de gestion des infrastructures. Leur périmètre d'action a été élargi à toutes les infrastructures sportives, les grandes installations sportives, pour en faire un véritable lieu de vie. Et donc, il y a tout un programme qui est imaginé par la Sonarges, de telle façon à ce que ce stade puisse être viable d'un point de vue financier. Et donc, ils sont en train de travailler, et il y a déjà une vision, ils sont en train d'affiner la vision de telle manière à proposer leur stratégie, je pense, dans quelques temps. Merci beaucoup. Je pense qu'on va, pour respecter le temps qui nous est imparti, on va prendre 2-3 questions rapides. On va noter les questions et puis je donnerai la parole aux intervenants qui veulent éventuellement apporter des éclaircissements sur ces questions. À vous la parole. Si vous pouvez vous présenter très rapidement avant de poser la question. Voilà, merci beaucoup. Moi, c'est Daoud Tchandoum. Je suis géomarketeur et aménageur. En même temps, je représente le Sénégal. Donc, je suis parmi les speakers. Alors moi, je voudrais d'abord vous féliciter, pratiquement tous les panélistes, et dire que j'ai juste une question.
la place de la territorialité dans la volonté d'organiser un grand événement. Quelle est la place de la territorialité? Merci. Alors, une question sur la place de la territorialité. Est-ce que vous pouvez donner plus? Oui. Voilà, je peux expliquer. S'il vous plaît. Pour permettre peut-être de mieux appréhender ma question. Vous savez que quand on organise, je pense que tout à l'heure quelqu'un l'a dit, et que cela s'avère tout à fait vrai, le projet d'organiser un événement sportif doit rentrer dans un cadre global. Et l'appropriation et l'acceptabilité constituent, si vous voulez, des éléments qui sont fondamentaux. Et à ce titre-là, par exemple, quand on parle de territorialité, c'est deux mots qui sont combinés, à savoir l'identité des habitants de ce territoire et le territoire en soi. Donc, quelle est la place aujourd'hui du marketing intérieur, autrement dit la bonne gouvernance d'un tel projet dans le développement du territoire? Tout à l'heure, on a parlé de grands projets qui sont en perspective. Nous également, au Sénégal, j'en parlerai cet après-midi. Nous avons un grand événement qui arrive, puisque en 2026, nous allons organiser les Jeux olympiques de la jeunesse pour la première fois en Afrique. Et à ce titre-là également, quelles doivent être les stratégies qu'on doit mettre en place pour mobiliser justement les populations pour que l'événement ne soit pas perçu comme étant un événement porté par un groupe restreint, implanté sur un territoire, et après l'événement, l'activité est perdue pratiquement dans la nature. Qu'est-ce qu'on doit faire justement pour que cet héritage, cet événement que l'on organise, soit valorisé dans les stratégies de développement territorial? Merci. Madame Alaoui, je vais vous inviter, pour ne pas vous interrompre, je vais vous inviter à ce qu'on prenne une dernière question, vu que le temps qui nous a imparti est presque épuisé. Donc on va prendre nos secondes intervenants. On prend une deuxième question et puis on répond aux deux questions. Tout à fait. Après, si j'ai bien compris, vous voulez savoir justement comment, via un événement, on pourrait éventuellement valoriser l'identité du territoire pertinent dans lequel se passe l'événement. C'est ça? Très bien, excellent. Alors, est-ce qu'on peut prendre une dernière question? Y a-t-il une dernière question? Alors, sinon, on passe directement... Oui, Madame Khateb, vous avez une question? Le micro pour Madame. Merci beaucoup. Alors, c'est Madame Khateb Mejda, enseignante-chercheur à l'Université Chouaib Doukkali. Je suis très ravie encore une fois de participer à l'Africa Place Marketing pour cette thématique aussi intéressante comme d'habitude. Moi, ma question, elle va être très claire, nette et précise, comme le dirait Madame Alaoui, parce qu'on parle très souvent de la participation citoyenne. Moi, personnellement, j'y ai longuement travaillé. Mais maintenant, concrètement, comment on va impliquer ce citoyen depuis la phase amont jusqu'à la phase aval? Comment on va l'impliquer concrètement? À travers quels moyens? Est-ce que c'est par la mise en place de questionnaires, par exemple, lui demander son avis? Mais lui demander son avis, c'est pas l'impliquer réellement. Et c'est ça la question que j'avais envie de poser depuis longtemps. Maintenant, nous avons M. Mouad Haji qui est avec nous. J'aimerais bien que vous me répondiez concrètement à cette question qui taraude la plupart des Marocains, surtout avec l'avènement de la Coupe du Monde et de la CAN 2025. Merci beaucoup. Et donc, vous avez une question claire, nette et précise pour une personne précise, choisie. Tant mieux. Ok, très bien. Je dirais le maître mot, c'est l'inclusivité. Elle ne concerne pas que les citoyens marocains du Maroc, elle concerne les citoyens du Maroc dans le monde. Elle concerne aussi, puisque nous portons une candidature qui est africaine, elle concerne aussi nos concitoyens et nos frères africains. Donc il y a toute une stratégie qui est en train d'être portée, de communication, de telle manière à ce que chacun puisse s'approprier cette candidature. S'approprier cette candidature, pas juste dans les paroles, mais dans les faits. Je vous donne certaines en avant-première, certains projets qui sont bien avancés. C'est aujourd'hui permettre de mettre en place des systèmes de formation ciblés. Sa formation, ça peut être des formations linguistiques, parce qu'il y aura des opportunités pour n'importe qui de pouvoir se rendre utile pour cette Coupe du Monde et pour la Coupe d'Afrique et un certain nombre d'événements. Donc, la formation linguistique, la formation dans des positions ciblées, organisationnelles. Mais pas que ça. Il y a aussi, et tout à l'heure, vous en parlez sur le nombre
très important de volontaires. Et donc, ça concernera une grande partie, une grande frange de la population, aussi bien marocaine qu'africaine. On fait partie de l'Afrique, mais l'Afrique subsaharienne, mais aussi nos compatriotes marocains qui résident à l'étranger. C'est de telle manière à les aider à ce qu'ils puissent être demain candidats à ce volontariat. Parce qu'il faut savoir que le volontariat pour la Coupe du Monde est un process qui est lidé par la FIFA. La FIFA pour la Coupe du Monde, elle va lider l'ensemble des aspects organisationnels. Donc aujourd'hui, comment on pourrait aider cette jeunesse à être, je dirais, concurrentielle, parce que c'est un volontariat, c'est un appel à concurrence internationale. Comment faire que nos concitoyens, notre jeunesse, demain, puissent être concurrentiels sur, je dirais, entre guillemets, le marché du volontariat. Et le volontariat, j'ai parlé de la jeunesse, mais on a vu beaucoup de volontaires avec le 3e âge. Donc, ça pourrait être inclusif, ça pourrait... Donc, il y a sur les formations des métiers liés à l'organisation, formations liées à l'accueil, au volontariat et un certain nombre, par exemple, au niveau des hôtels. Et c'est dans les exigences de la FIFA. Il faudrait absolument que les gens à la réception, les personnes responsables de la réception, aient au moins deux langues, l'anglais. Donc il y a tout un effort, il y a tout un projet aujourd'hui qui est fait à ce niveau pour mettre en phase tous ces besoins avec une réalité marocaine. Donc c'est un des projets, mais on en a plusieurs. Il y a aussi le volet dont parlait Monsieur le ministre, sur le volet communicationnel, qui est aussi très important, parce qu'on aura besoin de cette communication. La communication, elle ne passe pas que par le biais de canaux officiels. Chaque citoyen est un facteur de promotion aujourd'hui et de communication. Donc tout ça va faire en sorte, on a des projets qu'on va faire, Inch'Allah, ensemble. Il n'est pas question qu'aujourd'hui, cette Coupe du Monde reste la propriété, parce que la propriété d'une fédération ou d'un ensemble de personnes, parce que cette Coupe du Monde dépasse de très loin. Quand je dis Coupe du Monde, c'est tous les événements qui vont jusqu'à la Coupe du Monde. Ces événements partent au-delà d'un événement footballistique. Et ça, c'est la volonté de Sa Majesté Allah Insro, et c'est la volonté que nous portons aujourd'hui de telle manière à la faire la plus inclusive. C'est vrai qu'on ne va pas aller taper à toutes les portes de chaque citoyen, mais on va faire en sorte qu'elle soit la plus inclusive possible. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Et c'est écrit noir sur blanc sur le livret du nouveau modèle de développement. Alors, Son Excellence voudrait rajouter... Je voudrais juste rebondir sur cette question pour ajouter un autre volet qui, pour moi, est important dans la réflexion globale et la préparation. Cette coupe se tient entre autres sur une terre africaine. Et c'est une coupe organisée par l'Afrique. Par le pays africain, mais par l'Afrique. Comme la COP était un événement organisé au Maroc, mais sur une terre africaine, et donc on a fait de sorte que ce soit une COP africaine. Et quand je dis cela, ce n'est pas uniquement pour, disons, donner un aspect générique. Ça se traduit concrètement. Et ça se traduit concrètement par l'implication de la jeunesse. Cette COP, ou cette coupe, qu'on aura, Inch'Allah, devra se manifester par la présence naturellement des Marocains et de la jeunesse marocaine et des partenaires marocains, mais je l'espère aussi par la jeunesse et les partenaires africains. Elle doit être la manifestation de ce que a toujours voulu Sa Majesté, qu'on soit un reflet de ce qu'est la dynamique et le dynamisme africain, de ce qu'est l'Afrique du XXIe siècle, de ce que sera l'Afrique de demain. Et donc, c'est une dimension, j'espère, qui sera suffisamment intégrée dans la préparation de tous ceux qui vont faire de sorte que cette coupe soit une coupe réussie. Merci beaucoup. Alors, pour la question de l'identité territoriale. Oui, alors, pour la question de l'identité territoriale, je voudrais dire un mot. Je pense
Madame Picou l'avait dit tantôt, elle parlait de la vision. Moi, je pense, pour un événement, un grand événement, l'implication de l'habitant est très importante. Et c'est d'ailleurs la question qui a été bien développée tout à l'heure. L'implication de l'habitant, parce que l'identité du territoire, c'est l'identité de l'habitant. C'est tout d'abord l'identité de l'habitant. Et donc, dans la définition de la vision de l'événement, il faut une vision horizontale. Il faut une vision qui prend en compte les réalités même de l'habitant. Donc là où va se dérouler l'événement. Et ensuite, il faut mettre en place des stratégies qui feront en sorte que l'habitant se sente impliqué, non seulement dans la vision, mais déjà dans les actes qui se sentent aussi impliqués. Et c'est dans ce sens qu'il faut communiquer. La communication elle est très importante. Il faut que l'habitant sache de quoi il s'agit et comment est-ce que lui, il est impacté, indirectement ou directement. Et après aussi, des stratégies comme des projets qui sont mis en œuvre. Tout à l'heure, j'ai entendu des projets qui sont en train d'être mis en œuvre pour faire en sorte que les Marocains se sentent aussi impliqués dans la Coupe du Monde qui va s'organiser ici. Donc, il y a cet aspect de vision qui est vraiment important. Il faut une vision qui tient compte de la réalité de l'habitant, de la vie socio-culturelle même des habitants, mais après aussi des stratégies qui font en sorte que les habitants puissent vraiment s'impliquer. Parce que quand vous prenez des événements comme la CAN, ce n'est pas un événement qui se déroule en 24 heures, c'est un événement qui se déroule sur environ un mois. Et donc, c'est des habitants qui reçoivent des visiteurs. Donc, comment est-ce que le brassage entre ces deux personnes se fait, pardon. Et donc, tout ça, c'est important à définir aussi dans la vision. Voilà. Alors, dans cette même lignée d'idées, on a un intervenant, un grand speaker qui n'a pas pu être des nôtres pour cette 5e édition de l'Africa Place Marketing. C'est un grand chercheur en marketing territorial, M. Vincent Gaulin. Justement, je suis en train de développer avec lui actuellement un parcours client pour le Maroc, depuis justement le stimuli, au moment où le Marocain va avoir, au moment où le visiteur, va avoir cette envie de venir visiter le Maroc pour assister à un match, jusqu'à son retour, c'est-à-dire ce qu'on appelle en blueprint le coming back. Donc on aura peut-être l'occasion de le partager avec vous si vous le désirez. Alors je voudrais prendre votre avis et je terminerai peut-être par l'avis de M. Khateri, parce que de toute façon, une marque territoriale, puisque vous travaillez sur le branding, la marque territoriale, comme le dirait Flasseur, n'est qu'un prétexte pour mettre toutes les parties prenantes autour de la table et parler attractivité. Et l'événement est aussi un prétexte. Donc, comment combiner l'événementiel et le branding pour justement développer toute cette démarche marketing territoriale? À vous la parole, Monsieur Cyril. D'accord, merci. J'ai une phrase que j'aime très bien qui dit que avant de demander la main, il faut toucher le cœur. Et je pense que dans la dimension du branding, c'est l'essence même. Et pour que les événements, quand on parle de territorialité, l'identité, pour amener les populations à se sentir impliquées ou à s'engager, il faut d'abord savoir de quoi est-ce qu'elles ont besoin. Parce que il y a la dynamique, en fait, faire connaître, faire aimer avant de faire agir. Donc, faire connaître, c'est d'aller vers ces populations-là. Ça peut être à travers, en fait, des discussions, des échanges, pour récolter, en fait, leurs besoins. Comment, donc, leur présenter le projet et les amener, en fait, à dire ce qu'elles souhaiteraient, parce qu'elles ont des besoins. Donc, un stade qui se crée dans une région, naturellement, il y a l'impact économique que ça va apporter certainement à la région, mais il y a l'impact environnemental. Il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent être en fait des facteurs importants pour on va dire, le gouvernement, mais qui ne sont pas forcément ceux recherchés en fait par la population. Donc, il faut les impliquer à ce niveau déjà de la discussion. Deuxième chose, en les impliquant, il faut, une fois qu'on a recueilli en fait toutes ces informations, il faut travailler sur les éléments qui vont les amener à aimer en fait le projet. Donc la dimension en fait affective doit donc
qu'est-ce qui va les contacter? Parce qu'on sait maintenant ce qu'elles veulent, mais peut-être qu'elles n'ont pas pu certainement la traduire cela de façon plus, on va dire, claire. Le décideur ou les organisateurs doivent maintenant voir quelles sont les actions concrètes. Je vais prendre un cas par exemple. En Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a eu la CAN, lorsqu'il y a eu la CAN, à un moment donné, je discutais avec quelqu'un qui disait que les villages CAN avaient à un moment donné été supprimés. On ne voulait pas faire de village CAN. Or, les villages CAN sont ces moments où la population se retrouve dans un endroit qui suit le match en direct et ça crée en fait une autre économie derrière parce que les femmes vont vendre, il va avoir... Donc, vous voyez, donc je pense que ça c'est important. Et naturellement, le dernier point que je vais certainement laisser. Merci beaucoup. On va justement parler de la CAN en long et en large l'après-midi lors du think tank. Une petite minute parce que le maître de conférence me demande... Je vais être très bref. Les discussions. Pour moi, je vais utiliser un peu du jargon marketing, c'est de construire une plateforme de marque. Plateforme de marque, sa construction ne peut pas être à sens unique, mais plutôt co-créée avec toutes les parties prenantes, investisseurs, écosystèmes, habitants, etc. Parce que c'est ça ce qui va regrouper l'essence de ce qu'on souhaite par la suite communiquer, exécuter, etc. Parce qu'à la fin, sans cette réflexion en amont qui est beaucoup plus stratégique, on n'aura pas des événements qui vont venir apporter ce que nous souhaitons. Parce que pour moi, l'événement, c'est un output. Et ce n'est pas l'événement qui décrit la strate, mais c'est la strate qui décrit l'événement pour que ça soit réussi et pérenne dans le temps. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Oka, Monsieur Khateri, Monsieur Badou, Monsieur Haji, Madame Picot et Monsieur Salah Dimzoua, je vous remercie infiniment d'avoir donné justement, d'avoir contribué à réfléchir ensemble autour des leviers du marketing territorial et autour de l'événementiel comme justement un catalyseur d'attractivité territoriale durable et inclusive. Je vous invite à la suite du débat, peut-être pendant le déjeuner, et je cède la scène à notre maître de cérémonie. Merci pour votre présence et merci pour votre contribution. Merci à vous également, Madame Alaoui, pour cette modération également et aussi à tous nos différents intervenants. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez besoin d'un peu d'énergie. Et dans cette optique, nous vous invitons au déjeuner et revenir à 14h pour la suite également des événements. Mais avant, la photo de famille avec les différents intervenants. Bien évidemment, nous les invitons pour la photo de famille. Madame Soumati également, vous êtes invitée pour la photo de famille. Pour immortaliser encore cette 5e édition de l'Africa Place Marketing. Je vous invite également à assister à la deuxième partie qui sera à 14h, encore une fois, avec les workshops, entre autres. Merci encore, bon appétit et à tout à l'heure. Félicitations.